Maintenant, on va voir les questions de script Unix, qui sont un élément de POSIX, puis un élément qui est quand même important à bien maîtriser dans l'environnement Unix. Donc, dans le shell, ce qu'on appelle le shell, on pourrait dire, qui englobe les éléments de terminal interactif. Donc, terminal interactif, hein, vous savez ce que c'est, vous l'avez déjà utilisé, je l'espère. On a un programme qui roule, qui fonctionne, qui attend qu'on saisisse des commandes. On peut saisir les commandes qu'on veut, comme on a vu tout à l'heure, le ls avec un grep et un LESS. C'est interactif, ça nous permet de faire des échanges de commandes et d'avoir la sortie immédiatement. Donc, c'est une façon d'utiliser qui est qui est quand même fonctionnelle, malgré le fait que ce soit vu comme étant assez rudimentaire à la base. C'était défini dans les années 70 où il n'existait pas d'interface graphique. Ça, c'est un mode. Mais on a aussi le mode script. Donc, ça, c'est différent dans le sens que la syntaxe est assez proche, c'est les mêmes programmes, mais il y a des éléments supplémentaires avec des définitions de variables, d'énoncés si alors, d'énoncés de book for, même de fonctions qu'on peut utiliser. Donc, ça représente à la base, on va dire chaque ligne dans un script, c'est une commande comme si on l'avait tapé dans la console. On tape une commande dans la console, on fait Enter. Dans un script d'un fichier texte, finalement, on peut lister toutes les commandes qu'on va exécuter une après l'autre et ça va le faire, ça va exécuter ces commandes-là séquentiellement. Et comme je vous dis, il y a des éléments de programmation, définir des variables, faire des tests logiques qui rendent la chose très intéressante pour programmer des éléments de haut niveau par rapport à notre système d'exploitation. Au lieu de devoir taper toujours les mêmes petites commandes dans le shell, dans un shell script, on va avoir ces commandes-là déjà organisées, puis le shell script devient une espèce de programme qu'on peut exécuter, puis qui va faire ces traitements-là. Donc, il y a des énoncés conditionnels, si alors, des boucles, des appels de fonctions. En mode interactif, souvent, on met un signe de dollar ici, comme on voit là, pour dire, bien là, on est en attente, on peut taper quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment le point où le système d'exploitation, le shell, à vrai dire, est en train d'attendre qu'on saisisse quelque chose. Si on tape date avec la touche retour, donc on va exécuter le programme date, le programme date va nous retourner la date et l'heure de maintenant. Donc, il va dire 16 janvier 2017, 11h19, heure standard de l'Est. Donc, ça, c'est ce qui est écrit avec la commande date en mode interactif. Mais on peut aussi dire, bien, on va exécuter la commande date, mais là, la sortie qu'on obtient, qui est dans stdout, on va plutôt l'envoyer, fait qu'on fait une espèce de plus grand qui est une redirection du contenu de date dans le fichier date.txt. Donc, en faisant ça, on va rediriger l'information de la date dans un fichier texte. Puis ensuite, on peut regarder le contenu du texte. Donc, on va faire cat. Cat, ce n'est pas pour un chat, c'est pour la fonction concatenate parce qu'on peut avoir plusieurs fichiers listés. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer leur contenu un à la suite de l'autre. Donc, ça fait une espèce de concaténation, même si souvent on l'utilise avec un seul fichier. Donc là, le cat ici nous affiche le contenu du fichier date.txt. Ça correspond exactement à ce qu'on obtient si on fait l'exécution de date, exactement à quelques secondes près dans la valeur. Mais le point, c'est de dire qu'en faisant ça, on va transférer la sortie dans des fichiers texte, puis ça peut être très intéressant de fonctionner ici. Un autre exemple, ce serait de dire, bien, si je fais 4 ici avec fichier 1, 2, 3, donc je rappelle que 4, ça va concaténer. Je fais la barre verticale, vous vous rappelez ce que c'est ça? C'est un pipe. Donc, ça veut dire qu'on connecte. Donc, à gauche, on prend la sortie standard stdout. On l'envoie comme étant l'entrée standard stdin de sort. Donc, ce que ça fait, c'est que sort va faire un tri ligne à ligne. Il va classer les lignes par ordre alphabétique. Donc, il va ramasser toutes les lignes qui ont été inscrites, produites. Il va les prendre, il va les trier. Puis après ça, il va pouvoir les envoyer quelque part. Donc, le sort ici, ce qu'on voit, c'est qu'on va le trier, mais ensuite, on fait la flèche plus grande, on fait le symbole plus grand, qui est comme une flèche de redirection qui dit la sortie standard stdout qu'on avait ici, là, juste à la sortie du sort, dans le fond, elle est envoyée à la commande, au fichier devlp. Puis devlp, ce n'est pas un vrai fichier, c'est un fichier virtuel qui est créé par le système d'exploitation, mais ça correspond à l'interface mode console de l'imprimante. Et donc, c'est LP, c'est pour Line Printer. Donc, en faisant ça, c'est qu'on envoie à l'imprimante le contenu des fichiers 1, 2, 3 qu'on va avoir concaténé et trié. Puis avec ça, bien, on va l'imprimer directement dans devlp.
Donc, on peut faire la même chose ici, mais il y a une différence entre ces deux lignes-ci. Vous voyez la différence, c'est avec le symbole et commercial à la fin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est très intéressant parce que dans le cas de la première commande ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va envoyer tout dans DevLP. Puis, selon l'implémentation de DevLP dans le noyau, ça se peut que ça bloque. Ça se peut qu'on attende de recevoir, d'avoir un tampon de réception qui va recevoir les données puis qui va bloquer à un certain moment donné. Puis, il va débloquer lorsque l'impression va être complétée de l'autre côté. Donc, la commande est dite bloquante dans le sens qu'elle va s'interrompre à un certain moment tant que tous les programmes qui la constituent ne sont pas complétés. Avec le e-commercial, ben, sur la deuxième ligne, on fait la même chose à la différence que le e-commercial nous met ça en arrière-plan. C'est comme si on dit, on lance un programme avec le cat, le sort dans DevLP, mais on va le laisser fonctionner en arrière-plan, puis nous, on va revenir prendre le contrôle des interactions. Donc, l'atelier de vendredi de cette semaine, je vais donner plus de détails sur la ligne de commande interactive. Donc, je vais vous faire vraiment une présentation d'une quinzaine de minutes sur la ligne de commande dans Unix. Donc, un exemple de script ici. Donc, on voit un programme. Le programme, chaque ligne est comme une fonction, un programme qu'on exécuterait, mais il y a plein de mots réservés. Puis là, la mise en valeur de la syntaxe permet de le voir bien. Ce qu'il faut voir, entre autres, c'est surtout ici, là, ça c'est intéressant, le dièse, point d'exclamation, bin bash. Quand c'est vraiment la première ligne, puis ça commence comme ça avec le premier caractère, mais c'est traité d'une façon particulière, c'est traité comme étant le programme correspondant à notre interpréteur. Il faut dire notre script qui est un fichier texte, on peut le rendre exécutable. Linux va dire ben, il est exécutable. Quand il va essayer de l'exécuter, il va voir que ce n'est pas un binaire, mais que c'est un fichier texte. Mais s'il voit ça en entrée de jeu, en haut, s'il voit /bin/bash, il dit ah, OK, donc ça c'est un script, puis il va lancer bin bash, puis bin bash va être exécuté pour exécuter ce code-là. Donc, le code ici, il va compter le nombre de lignes dans une liste de fichiers. Donc, on a des fichiers. On va lister plusieurs fichiers sur le programme. Le programme ici s'appelle un certain nom. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. On peut l'appeler LL pour NL, nombre de lignes. NL avec un ou plusieurs fichiers. Puis, ce qu'il va faire, c'est que là, il va vérifier au début, il va faire un if then else. Un if then veut dire, donc ici, il va vérifier si on a eu des fichiers qui ont été listés. Puis la condition ici, c'est vraiment dire est-ce qu'on a un ou plus. Non, on dit plutôt est-ce qu'on a moins qu'un, moins qu'une valeur donnée sur la ligne de commande après le programme, le shell. Si c'est oui, ça veut dire qu'on n'a pas respecté l'interface. Puis là, il va y avoir une erreur qui va être affichée avec echo. Il va y avoir un exit 1 disant c'est terminé. Sinon, ce qu'on va dire, c'est que le signe de $0, c'est une variable spéciale. Tout ce qui est signe de dollar quelque chose, c'est une variable. Le signe de variable $0, c'est le nom du programme courant. Donc, ce script-là a un nom. C'est ce nom-là qu'on a dans le signe de $0. Ça devrait être le nom du programme. Donc là, on va dire qu'il compte tant de lignes de code, le programme en soi. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... donc, il dit pas, il va dire que le programme compte les lignes de code. Puis là, il va initialiser ici 3 variables. L, N et S, il va leur donner comme valeur 0. Puis ça, c'est des variables internes. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une book for qui va aller lire dans le signe de dollar astérix. Ça, c'est la liste de tous les arguments qui sont reçus sur la ligne de commande. Donc, on a vraiment une liste avec des chaînes de caractères correspondant à chacun des arguments, incluant le nom du programme courant. C'est comme ça qu'on dit le programme avec 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. Puis on fait une book for là-dessus en disant le for f in va aller sur chacun des éléments du fichier. Puis là, on va faire ce traitement-là ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va assigner à L le résultat de l'exécution de la fonction WC. WC, c'est pour word count. L, ça nous dit un peu le nombre de lignes. Donc, on va compter le nombre de lignes dans le fichier signe de $F qui provient de la book for ici. Ensuite, on va appliquer SED. Le SED, c'est un peu compliqué, la syntaxe, je ne vous donnerai pas le fin détail, mais c'est un programme de manipulation des fichiers texte, des documents texte, là, ou même des parties de documents texte.
Donc ça, c'est capable de faire un traitement assez simple, c'est des opérations assez régulières. Il faut comprendre comment ça se fait, mais une fois qu'on comprend bien, ça va. Puis ensuite, dans la book 4, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va écrire ici, il va faire echo, signe de dollar F, 2 points, signe de dollar L. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va écrire le nom du fichier, qui est signe de dollar F, et le nom de la commande. Du moins, le résultat, plutôt, excusez-moi, de l'exécution de la commande avec WC. Donc, il va compter le nombre de lignes dans le fichier F. Puis après ça, il va modifier les compteurs ici qu'on voit avec N et S. C'est juste un ajustement des compteurs. Puis il va itérer ici de F sur toutes les valeurs reçues. Et finalement, il va écrire à la fin le nombre de fichiers pour un total de tant de lignes. Il y a plusieurs commandes usuelles. Là, donc, je présume que vous connaissez déjà quand même assez bien Linux. Sinon, c'est vraiment le temps de vous y mettre. Mais c'est quand même très bien documenté sur Internet et ailleurs. Donc, il y a différents programmes comme CAT, qui concatènent plusieurs fichiers, qui l'affichent à la sortie standard, qui est très utile. chmod, c'est pour changer les modes de protection. CP, c'est pour copier le fichier. Puis, il y a plein d'autres fonctions comme ça. Là. mcodir pour créer un répertoire, RM pour effacer des fichiers, etc. Donc, il y a vraiment quand même une série de programmes qui font ce qui doit être fait. Un élément essentiel dans Unix aussi, c'est le manuel. Donc, il existe un manuel pour les commandes Unix, puis ce manuel-là, il est dans le terminal directement. Donc, pas besoin de papier, il est fourni avec la machine, implémentation du système d'exploitation en général. Puis ça, bien, on peut avoir accès à ce manuel-là avec la commande man dans le shell. Donc, on fait man quelque chose, puis c'est un manuel qui va nous dire c'est quoi la fonction C correspondante, c'est quoi les programmes existants correspondants, etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça documente plusieurs aspects de Unix. Donc, si on fait man espace ls, l'intérêt, c'est qu'on va voir le manuel de la fonction ls, list directory contents. Donc, ça va lister le contenu du répertoire. On voit ici tous les paramètres possibles, qui quand même est assez exhaustif et impressionnant. Puis ensuite, ça décrit ce que ls fait. Donc, le manuel, il décrit plusieurs éléments, donc fait une description variée du système d'exploitation. Il y a plusieurs sections du manuel, chaque section est différente. La section 1, c'est vraiment pour les commandes générales. Donc, on peut vouloir exécuter dans notre système. La section 2, c'est appel au système. La section 3, c'est librairie de fonctions, langage C, etc. Donc, je pense qu'il y a eu 8-9 sections, je ne me rappelle pas de mémoire, dans le manuel Unix. Donc, on peut, par exemple, il peut y arriver qu'une fonction C, dans une librairie standard comme celle du C ou autre, existe également comme une commande shell beaucoup plus basse. Comme la commande printf, c'est exactement ça. Ça existe dans les deux cas. Si on fait man printf, lequel on va avoir, je pense que ça va être celui de la commande shell qui va sortir d'abord, même si on veut voir celui de la fonction C. Il faut aller chercher jusqu'au bout, puis les étudiants ont tendance à se désespérer des fois d'aller regarder jusqu'au bout, puis ce n'est pas juste les étudiants, c'est en général. Donc, on peut préciser la section du manuel avec le chiffre avant. Fait que man 3, c'est aller voir le manuel pour printf dans la section 3, qui correspondrait à la version fonction C, qui nous intéresserait dans le cas ici. Ceci dit, on peut aussi accéder à une version web. Donc, ce lien ici nous donne accès aux pages man, qui est donc une autre façon intéressante de chercher. Des fois, on peut préférer faire ça dans le navigateur que dans le terminal. Puis, comme on dit si bien en anglais, if everything else fails, read the manual. Donc, si vous faites face à des difficultés, vous ne savez pas comment les régler, commencez donc à aller voir le manuel. Peut-être que vous avez mal compris certains éléments. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir le manuel sous la main, mais le manuel va être vraiment utile lorsqu'on va l'utiliser.